commencer, quel état des lieux pouvez-vous faire aujourd'hui sur le terrain à Gaza, notamment après l'attaque de l'armée israélienne visant le camp de Nusayrat et qui a choqué le monde entier ces derniers jours? Et avec raison, puisque pendant, si vous voulez, il y avait déjà des bombardements intensifs depuis plus d'une semaine dans cette zone, avec, n'oublions pas, bien sûr, des familles, des milliers de familles réfugiées et la famine aussi, qui sévit pratiquement partout maintenant dans la bande de Gaza, mais spécialement dans la région nord et aussi dans la région centre. Donc, pendant à peu près 2-3 heures samedi après-midi, les bombardements ont redoublé, mais également les tirs par mer, les quadrilatères qui, eux, donc ces hélicoptères qui visent principalement les civils, tout a été fait bien sûr pour avoir un bain de sang. En plus, il y avait eu l'école de l'UNRWA jeudi, où il y avait eu plus de 40 morts avec des missiles qui s'étaient abattus sur une école. Bref, cette région est en train d'être complètement détruite avec des bombardements extrêmement meurtriers. Ce qui s'est passé à Nusayrat est important sur plusieurs points. D'abord parce que Israël a donc libéré par la force 4 de ces citoyens qui étaient retenus, mais au prix donc de ces bombardements meurtriers pour les populations civiles palestiniennes, et surtout, la branche armée du Hamas l'a annoncé, 3 autres Israéliens qui étaient aussi retenus prisonniers, eh bien, ils sont morts, et l'un d'entre eux a la nationalité américaine. Donc, quand vous dites que cela va compliquer aussi les efforts pour la négociation, c'est vraiment le cas, avec un gouvernement Netanyahou qui pourrait être encore plus boosté malgré l'énorme crise interne. Alors, le chef de la diplomatie américaine entame aujourd'hui une nouvelle tournée au Proche-Orient. Tony Blinken revient dans une situation de plus en plus compliquée. Y a-t-il encore une chance pour un retour à la table des négociations cette fois-ci, et quelle est sa véritable marge de manœuvre? Question compliquée. Moi, je ne peux partir que des faits sur le terrain et je laisserai les analystes politiques faire le reste. Mais disons que de toute façon, la situation est extrêmement sensible. Il y a d'ailleurs des officiels américains qui ont estimé préoccupant la manière dont s'est faite la libération des otages, également sur le plan diplomatique, pas simplement sur le plan militaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cela booste Benjamin Netanyahou dans son entêtement à refuser de mettre fin à la guerre, d'avoir un véritable accord sur la table pour l'après-guerre. De plus, il se retrouve actuellement dans son cabinet de guerre, privé donc de Gantz qui lui poussait à un cessez-le-feu, et Ben Gvir, qui fait donc partie des ministres les plus extrémistes, qui ne veut entendre parler d'aucun cessez-le-feu, Ben Gvir, lui, du coup, voudrait entrer dans ce cabinet de guerre. Donc, côté israélien, les choses pourraient se durcir et Netanyahou pourrait aller dans cette fuite en avant dans l'option militaire. Le Hamas, de son côté, a encore déclaré aujourd'hui qu'il était prêt à examiner toutes les options qui mettent fin à la guerre avec un vrai cessez-le-feu, des vraies garanties. En fait, le mouvement, lui, ne veut pas risquer de se retrouver dans une situation où il accepte un accord qui, sur les bases d'ailleurs de la proposition américaine, qui sont tout à fait correctes pour le mouvement, mais il ne peut pas se permettre de libérer tous les Israéliens retenus sans avoir de garantie absolue de tous les médiateurs et des Américains qu'Israël ne reprendra pas la guerre après avoir réussi à récupérer tous ses citoyens. Bien, merci Valérie Ferron pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis Al-Quds.